Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. L'ingénieur qui décide de l'organisation du travail, jamais du moins je pense, il n'a pas dans l'idée que ça va se terminer en burn-out ou en souffrance au travail. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon est une femme incroyable. Elle a eu 1001 vies et même encore aujourd'hui, elle ne sait pas ce que c'est que la retraite. Elle a eu au moins 5 métiers, les 4 premiers dans la finance et l'audit et le 5e dans la sociologie des organisations, puisqu'elle est devenue la responsable de l'Observatoire de la Banque de France qui représente 12 000 salariés. Et puis, elle a réalisé qu'elle avait encore autre chose à faire. Et donc, elle s'est formée au coaching, elle s'est concentrée sur la transition professionnelle et aujourd'hui, elle est auteure conférencière. Elle a donné naissance à l'ouvrage « Trouver le job de vos rêves » et elle propose aujourd'hui des conférences dans les organisations et les entreprises. Je suis ravie de vous la faire découvrir et de partager cette belle personne avec vous. Pour ce tout premier épisode, nous allons parler de la souffrance au travail, de la responsabilité de l'employeur et du rôle du manager. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Magali. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Donc Cécile, tu as exercé pendant de nombreuses années en tant que salariée où tu as exercé 5 métiers. Donc les 4 premiers dans l'économie, l'analyse financière et l'audit. Et puis ensuite, tu as opéré un virage à 180 degrés vers la sociologie des organisations. C'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Alors, d'abord, Magali, merci de m'inviter à ton podcast. Là, je suis vraiment très contente et je t'en remercie encore une fois. Alors oui, c'est pas banal, hein, ce genre de reconversion. Et en fait, parce qu'en fait, c'est une reconversion à 180 degrés. Hein. On passe des sciences dures aux sciences sociales. Alors, ça n'a rien à voir. Et ça m'a demandé bien 2 années pour acquérir une nouvelle identité et une nouvelle façon de penser. Parce que quand on vient de l'analyse financière, évidemment, et quand on se met à essayer de comprendre des gens, à les écouter, on n'est plus du tout sur le même registre. Alors, qu'est-ce que c'est qui a fait ce genre de reconversion? Eh bien, c'est le fait notamment que je sois passée par l'audit. Et l'audit, ça a été une catastrophe pour moi. Tous les jours, je pleurais. C'était plus que la boule au ventre, tu vois, c'était les larmes qui coulaient. Et ça constituait une sorte de rupture, une sorte de un ratage, quoi, si tu veux, un ratage dans le cheminement de la carrière. Hein. Je le considère un peu comme un incident de parcours. Et je me suis rendu compte avec cette souffrance que, en fait, moi, je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père, et que même si je le faisais aussi bien que je le pouvais au fond de moi, parce que c'est des valeurs, hein, que j'ai en moi, de toujours produire de la qualité. Sinon, on s'ennuie, sinon c'est l'horreur, quoi. Donc, ben non, ça ne suffisait plus, et non seulement ça suffisait plus, mais ça me rendait malheureuse avec cette expérience de l'audit. Et là, je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce que c'est qui me plaît à moi? Et j'ai dit, bah, tant pis pour le papa, le grand-papa, mais au fait, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je veux faire? Et ce que je voulais faire, je n'avais aucune idée, figure-toi. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que j'aime dans la vie? Et j'aime voyager. Alors, voyager quand tu travailles dans une grande entreprise qui fait de la banque, justement, c'était la Banque de France. Hein. Ça permet pas d'avoir un poste et ça permet pas
de gagner sa vie toutes les fins de mois. Alors comment faire pour concilier les 2? Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que j'aime dans le voyage?» et j'appelle ça tirer le fil, tu sais? Et tirer le fil, ça veut dire, aller un peu plus loin. Qu'est-ce que je mets derrière le mot qui finalement est très générique? Voyage, voyage, c'est vaste, tu vois? On ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Et je me suis dit: «Mais moi, ce que j'aime, c'est découvrir des gens». Découvrir comment ils mangent, comment ils se marient, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils s'habillent, comment, voilà, tu vois? Découvrir, voilà, c'est ça le mot qui me plaisait moi, c'est découvrir et en fait ça s'apparente un petit peu à l'ethnologie, tu vois? Des choses comme ça et si tu transposes l'ethnologie dans l'entreprise, eh bien ça devient la sociologie et tu vois, quand j'ai, fait ces études et que j'ai pu animer un observatoire social dans lequel, eh bien, j'avais des missions d'enquête auprès de métiers totalement différents, eh bien, c'était comme chaque fois découvrir une tribu nouvelle. Tiens, ceux-là, ils ont l'habitude de déjeuner plutôt à midi plutôt qu'à 13h. Ceux-là, ils ont, l'habitude le vendredi, par exemple, de venir en casual day, tu vois? De s'habiller casual. Alors que dans le milieu des économistes, si tu as pas une cravate, une chemise blanche, un costume sombre, tout de suite tu te fais montrer du doigt, tu vois? Donc on voit bien qu'il y a à la fois des codes, des rituels, comme si tu arrivais dans une tribu nouvelle et ça, c'était passionnant. Oui, parce que tu as décidé de reprendre tes études à 48 ans, tout en continuant de travailler, Oui, qui est déjà en soi, un beau challenge et ça t'a permis effectivement de prendre la responsabilité pendant 13 ans de l'observatoire social d'une grande entreprise d'environ 12 000 salariés et donc là, tu as pu, observer, de près comme un explorateur, j'allais dire, les habitudes de ces salariés. Alors tu as observé quoi concrètement? alors, ce qui était intéressant, c'était, la mission, initiale, c'est l'accompagnement du changement. Et dans l'accompagnement du changement, tu sais, dans les entreprises comme toi tu l'as vécu, je le sais bien, il y a toujours des transformations des métiers, des fusions, des séparations de services, des, séparations de direction. Au contraire, l'installation de nouveaux logiciels, l'installation de démarches qualité. Enfin, des choses, tu vois, qui traversent l'organisation du travail et qui font que, ben, pour les personnes, pour les salariés, s'habituer à ce changement, pour certains, c'est très facile, pour d'autres, la marche à monter est haute. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand on fait de l'accompagnement du changement, c'est écouter les personnes pour comprendre qu'est-ce que c'est qui fait blocage et quels seraient les leviers pour faciliter l'accès au changement et comprendre qu'est-ce que c'est qu'il faudrait mettre en place. Tu vois, la perspective, elle est positive, elle est de construire quelque chose, d'aider à quelque chose. Mais pour trouver le bon moyen d'aider, encore faut-il comprendre où est le problème et quelle est la nature du problème. Ça, c'est la sociologie te donne cet angle de vue de comprendre pour trouver une solution la mieux adaptée. Et quel regard tu as aujourd'hui sur, justement la conduite de changement dans les entreprises? Le regard que j'ai, c'est que quand je vois effectivement qu'il y a beaucoup de consultants internes ou externes qui font de l'accompagnement du changement, ma question c'est comment font-ils? Parce que si, de mon point de vue, hein, si on ne passe pas par l'écoute approfondie des salariés, comment on peut aller au plus opérationnel, au plus efficace, au plus efficient, tu vois? Je vais te citer un exemple tout bête. Une fois, je tombe sur un manager qui me dit: «Mais je leur ai dit plusieurs fois quel était le contenu de la transformation et là où on allait». Il le dit, lui, dans sa perception à lui, il a fait le job. Sauf que la façon dont il s'est exprimé, les salariés ne l'ont pas compris. Ou ils ont compris quelque chose à côté, ou partiellement, ou tronqué. Et le problème, c'était de s'assurer que sa communication était bien reçue. Bien sûr. Oui, il y a à la fois, la question de ce que l'on dit, ce que l'autre comprend, ce qu'il retient C'est ça. et puis il y a aussi, au-delà de la forme, il y a aussi est-ce que c'est le bon moment?
C'est-à-dire que, parfois le moment où le manager va avoir envie de transmettre un message, c'est pas forcément le moment où, le salarié est disposé à l'entendre. C'est ça. Il faut parfois, selon les annonces en plus, à faire, il faut parfois, prendre le temps et de s'assurer que c'est, le bon moment. Et s'assurer de la compréhension, hein. Parce que aussi, tu vois, il y a le support de la communication. Si, par exemple, tu utilises l'intranet de l'entreprise, si tu utilises une directive sur papier, tu pas du tout sûr que ça soit lu, hein, Bien sûr. et que ça soit compris. Ça, j'en suis certaine. Bon, surtout dans les grandes entreprises, tu sais, il y a souvent un langage un peu codé, il y a une façon de d'écrire qui est très normée, heu Mmh mh. parfois, c'est un peu, casse-pied, un peu rasoir et les gens ne lisent pas jusqu'au bout, quoi. Après, voilà. Et donc, tu as, ensuite décidé de te spécialiser dans les transitions professionnelles en t'installant à ton compte, comme coach Ikigai. Donc c'est là aussi tu as repris un virage, je ne sais pas si c'est 90 degrés peut-être, puisque tu es sorti du salariat et tu t'es, installée à ton compte. Donc c'est aussi un autre, mode de fonctionnement et un autre état d'esprit, évidemment. Et aujourd'hui, tu es auteure conférencière, donc tu es notamment, l'auteur, édité chez Hérold du livre, «Trouver le job de vos rêves», et aujourd'hui tu proposes également des services aux DRH autour des questions de sens au travail. C'est bien ça? C'est ça. Alors, c'est tout à fait ça, juste, je reviens sur, qu'est-ce qui s'est passé quand, cet observatoire social que j'ai animé donc, pendant plus de 10 ans, ça m'a permis d'écouter des centaines et des centaines de salariés et de percevoir parfois du mal-être. Et j'ai analysé, grâce à la sociologie, que, ce mal-être était souvent dû à ce qu'on appelle les erreurs de casting. C'est-à-dire pas la bonne personne au bon poste. Tu sais, parfois dans les grandes entreprises, il y a des impératifs de comblement de poste et on ne vérifie pas toujours au plus près quelle est l'adéquation des compétences de l'individu au poste qu'il faut combler. Mmh. J'ai constaté des climats parfois délétères parce qu'un individu était positionné à un poste qui ne lui convenait pas du tout, comme moi quand j'étais dans l'audit. Je pleurais tous les jours. Mais du coup, personne ne voulait travailler avec moi puisqu'on savait que j'étais pas bonne. Puis en plus, quelqu'un qui pleure, franchement, qui a envie de travailler? Mais revenons à d'autres cas que j'ai vus. Tu sais, Einstein nous disait, si vous prenez un poisson, vous le mettez dans un arbre, vous dites il est nul. Ben, c'est pareil dans l'entreprise. On prend un individu, on fait du comblement de poste et on dit l'individu est nul. Sauf que l'individu qui entend ça, Bien sûr. ben, je te laisse deviner comment est son moral. Il perd totalement confiance en lui, mais après, pour lui faire remonter la pente, c'est très long, c'est très long. Et quand on arrive à cette situation où l'individu se rend compte qu'il est nul, qu'il n'est pas bon parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, les collègues ne veulent plus travailler avec lui, le manager donne des formations qui ne servent à rien puisque c'est pas son truc, le poste. Et ça, tu vois, on le voit souvent dans les postes de management. Mmh, mmh mh. On fait monter les gens pour les récompenser, on leur donne un poste managérial. Sauf que si l'individu n'a aucune disposition ni aucun goût, parce que lui, c'est plutôt un expert, par exemple, et qu'on lui fait diriger des hommes et des femmes, parfois il s'y prend très très mal et ça crée de la souffrance. Ça crée de la souffrance pour tout le monde, tu vois? Alors justement, comment aujourd'hui, on peut expliquer le fait que, on a énormément de souffrance au travail? C'est ce qu'on observe tous, on connaît tous quelqu'un qui est, aujourd'hui en situation de difficulté professionnelle, voire d'épuisement et parfois même d'arrêt maladie, alors qu'on n'a jamais eu autant d'entreprises qui, nous ont parlé, et qui nous parlent pratiquement tous les jours de qualité de vie au travail, de qualité de vie et des conditions de travail même, et de prévention des risques psychosociaux. Comment C'est ça. tu te l'expliques ça, cet Bah, écart? alors justement, je trouve ça, un peu passionnant. C'est, passionnant aussi parce qu'il y a des milliers de gens qui souffrent aussi. Donc, c'est pour ça, ça vaut vraiment le coup qu'on réfléchisse. Alors d'abord sur la QVCT, qui fait suite à la QVT, qui elle-même fait suite à la prévention des risques psychosociaux. Donc on voit bien qu'il y a ce souci de préserver la santé du salarié et pourtant on a toujours des cas de burn-out.
voire même de plus en plus. Voilà, alors on se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Alors, ce que j'analyse moi, c'est, par exemple, je me suis, penchée sur le contenu de la QVCT. Alors on a des sortes d'injonctions. Je dois faire attention à la qualité, de l'environnement. Alors très, très bien, l'environnement physique. Mais l'environnement physique, tu vois, c'est sur une échelle qui est extrêmement large. Ça peut aller de la qualité de l'air que tu respires à la plante verte. Bien sûr. Tu vois, c'est tellement vaste que, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Si tu mets une plante verte, ça veut dire que c'est bon, tu t'es soucié de l'environnement et ça va satisfaire, le salarié. Tu vois, je trouve que c'est un petit peu vaste. Est-ce que, par exemple, la refonte des espaces de travail pour que ça soit plus agréable pour les salariés et en même temps, on a vu il y a quelques années les open space et on sait que ça a été une catastrophe et maintenant on voit le flex office. Bien sûr, j'allais te le dire. Comment, tu vois, on peut dire: «Je me préoccupe de l'environnement physique» et en même temps j'empêche que les gens aient un bureau approprié, qu'ils puissent créer du lien social, puisque chaque fois qu'ils viennent au bureau, c'est plus le même voisin, tu vois? Alors on peut dire, «Ben oui, mais d'un côté ça permet de connaître Pierre-Paul Jacques, qui ne sont d'ailleurs pas de ton service». Mais comment tu crées du lien? Tu vois? Comment tu es l'esprit d'équipe quand, il y a des choses comme ça qui me paraissent, Alors effectivement, on pourrait se dire que ça permet de créer du lien parce que du coup, on rencontre des personnes du service, d'à côté, qu'on ne connaissait pas et peut-être qu'en le rencontrant, on comprend mieux ses contraintes, ses besoins et donc peut-être de là où on est, on peut, réussir à mieux y répondre. c'est ça. Tu vois, selon que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, bah, tu vas dire, oui, ce que tu viens de dire, bah, moi ça me permet de connaître quelqu'un d'autre, d'échanger sur nos objectifs et de voir que justement ils sont différents et c'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre. Ou bien tu peux dire: «Est-ce qu'on ne prend pas le risque que les individus mettent leur casque sur leurs oreilles pour ne pas être gênés par le bruit, fassent leur boulot toute la journée et puis, à l'heure dite, quittent le flex office et rentrent chez eux et puis c'est fini». Ça crée pas forcément du lien social. Moi, je dis que c'est le recul qui va nous le dire, hein. Mais, voilà, après tu vas me dire aussi, peut-être c'est un cas par cas, je ne sais pas. Mais c'est le recul qui va nous dire, est-ce que c'est compatible de faire de la refonte d'espace de travail et du flex office? Je ne sais pas. Ça, c'est un exemple, hein. Et est-ce qu'aujourd'hui, les salariés attendent la même chose qu'avant, selon toi? Ah, alors non, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une véritable, évolution des attentes, heu et je ne suis pas sûre que ça soit encore, entendu par le management et réalisable au quotidien. Je m'explique. Si par exemple aujourd'hui l'attente des salariés, c'est un peu plus d'autonomie. Alors ça veut dire que comment on va faire pour quand tu es dans une entreprise où il y a des process, des procédures, des démarches qualité, des normes, comment l'individu va trouver son autonomie dans cette organisation-là du travail. Ça sera au manager, pas de faire le grand écart, mais de trouver une marge de manœuvre pour laisser quand même un espace de créativité, de décision aux salariés. Donc, on voit bien que c'est assez compliqué, hein. Il va falloir du temps. Il faudrait que tout le monde joue le jeu de se creuser la tête au moment petit t pour dire comment je vais aider mon salarié à être plus autonome. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la souffrance du travail, tu vois. Si on considère, d'abord, il y a une intensité dans le degré de la souffrance, hein. On a vu le burn-out tout à l'heure, qui pour moi est le cas extrême. Mais en dessous, il y a une gradation de la souffrance. Et il y a parfois de la souffrance qui est simplement due à je ne parviens pas à faire un travail de qualité. Pourquoi? Parce que on est dans l'urgence,
Pourquoi? Parce que, j'ai pas tout à fait les moyens de faire un travail de qualité, parce qu'il y a la procédure qui allonge terriblement le processus de décision et pendant ce temps, moi j'aurais voulu avancer et je n'y arrive pas. Ça crée des frustrations au quotidien, ça crée j'ai des petits agacements, des énervements qui à la fin font, mince, je n'arrive pas moi à faire ce que et c'est ça qui va créer de la souffrance au travail. Alors, les attentes d'autonomie en même temps, ça devient très, très complexe de d'abord analyser qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de la souffrance au travail et quelles sont les nouvelles attentes. Tu vois? Il faudrait procéder par ordre. Est-ce que tu penses que la recherche d'autonomie est un nouveau besoin ou est-ce que finalement c'est pas quelque chose que les salariés attendaient déjà depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas forcément C'est l'occasion ça, d'exprimer c'est ça. jusqu'alors? Parce que avant, tu sais, l'individu, il s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'autonomie, tu vois? Mais, aujourd'hui, l'autonomie, elle est plus revendiquée et elle est plus, exprimée dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que je voudrais, moi, m'organiser comme je veux, mais justement, il faut que, le manager soit d'accord. Selon toi, pourquoi les salariés aujourd'hui revendiquent plus ce besoin d'autonomie alors que peut-être paradoxalement, ils en ont encore moins? Est-ce que c'est lié à ton avis? Alors, que pourquoi tu dis qu'ils ont moins d'autonomie? À cause des procédures, des process ou? Oui, exactement. C'est-à-dire que l'entreprise structure de plus en plus les process et finalement laisse de moins en moins d'espace de liberté puisque tout est processé, tout est procéduré. Donc, quelque part, on pourrait supposer que l'autonomie est de moins en moins importante. Or, on entend de plus en plus de salariés réclamer cette autonomie. Alors, est-ce qu'ils la réclament justement parce qu'ils en ont de moins en moins et donc que ça leur manque? Heu, ça serait possible. Moi, j'ai pas fait, d'enquête auprès des salariés pour connaître les causes de pourquoi aujourd'hui plus qu'hier. Simplement, ce que moi je peux dire à mon niveau, hein, c'est que, de tout temps, l'individu sur le lieu du travail s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre qui constituaient sa zone d'autonomie et que, mais seulement on le disait pas. Seulement on le disait pas. Donc aujourd'hui, peut-être que l'autonomie qui est demandée, c'est l'autonomie dans la prise de décision. Donc c'est un peu une forme de capacité d'initiative que les salariés, revendiquent aujourd'hui? C'est ça. Et comment tu expliques qu'aujourd'hui les entreprises ont un intérêt à ce que les salariés aillent bien et soient épanouis dans leur travail et trouvent du sens de leur travail? Comment tu expliques que les employeurs, hem peuvent mettre en place parfois des démarches ou des procédures qui peuvent être contraires. Je prends un exemple tout à l'heure, tu disais, le les procédures sont de plus en plus, longues ou de plus en plus, complexes. La marge de manœuvre est de moins en moins importante et pourtant l'employeur sait bien qu'il a un intérêt à faciliter le travail de ses salariés. Alors non, je pense pas que ça se passe exactement comme ça. D'abord alors que les procédures soient de plus en plus longues, ça je ne sais pas, mais en tout cas elles sont présentes et peut-être, l'objectif là de l'employeur, c'est de parvenir à plus de productivité, plus de performance, plus de choses comme ça, plus de, comment dire? De structuration du travail, de l'organisation du travail pour le rendre plus performant. Donc derrière, on a un objectif peut-être de rentabilité, de productivité qui est bien normal. Une entreprise, il faut bien qu'elle fasse des sous, sinon comment elle va pouvoir payer les salariés? Donc c'est légitime de vouloir, «rentabiliser» entre guillemets, sauf si c'est à outrance évidemment, il faut pas que ça devienne, contre-productif. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est un objectif qui est naturel que de vouloir rendre l'organisation plus productive. Maintenant, est-ce que, l'employeur se dit toujours,
je sais bien qu'il a des marges de manœuvre, je risque de les lui couper. Je pense pas que ça soit dans le raisonnement de celui qui fait de l'organisation du travail, ça. La marge de manœuvre dont on parle, toi et moi, c'est quelque chose que l'on connaît quand on fait de la sociologie ou quand on fait des RH. Mais je suis pas sûre que l'ingénieur qui décide de l'organisation du travail soit au courant de tout ça, hein. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que cette volonté d'augmenter la performance, économique ou même organisationnelle, en termes de fonctionnement interne, vient parfois jusqu'à être, contre-productive puisque, on a des salariés qui sont, qui parfois se désengagent ou se démotivent ou se démobilisent, voire finissent en arrêt, et quelque part ça aussi, ça a un coût pour l'entreprise. Et je pense que la relation n'est pas aussi immédiate aux yeux de l'entreprise, tu vois. Lui, au début, il fait une organisation du travail, mais jamais enfin, du moins, je pense, il n'a pas dans l'idée que ça va se terminer en burn-out ou en souffrance au travail. Lui, il pense que ça va se terminer je gagne, je rentabilise et j'assure la pérennité de mon activité et donc la pérennité des emplois. Lui, je pense que c'est sa façon de voir, parce que je ne pense pas que les patrons soient tous des salauds. Non, je pense vraiment pas ça. Donc, je ne pense pas qu'il y a de volonté derrière de se dire oh ben tant pis s'ils y laissent leur santé. Je ne pense pas que la majorité des patrons pensent comme ça, pas du tout. Bien sûr. En revanche, ce qui se passe, c'est que au quotidien, une fois qu'on est dans l'organisation du travail, on l'a construite d'une telle manière et on s'aperçoit peut-être d'effets pervers, mais il y a aussi tous les aléas, toutes les choses qui se produisent, les inattendus auxquels il faut parer. Je sais pas, moi, tu as une machine qui tombe en panne, tu as un fournisseur qui ne livre pas, tu as un client qui tout d'un coup change d'avis. Tu vois, il y a toutes ces choses aléatoires auxquelles il faut faire face, et parfois ça se télescope avec une organisation du travail, avec un procédé, un process, une procédure. Et là, il y a une décision qui tarde à venir et qui rend les gens fous. Mais ça, le patron, il n'avait pas prévu que ça allait rendre les gens fous. C'est des circonstances au quotidien qui font que parfois, on s'arrache les cheveux, parfois on fait le grand écart, parfois il faut trouver une solution hyper vite. Et là, on a des caractères de l'individu qui sont complètement différents. Autant tu as des gens qui arrivent à prendre une décision comme ça très très vite, autant il y en a qui réfléchissent. Oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Tu sais, si tu connais le DISC, tu sais, le test DISC des relations comportementales. Bien sûr. Ben, tu vois que si tu as un profil rouge et un profil bleu, ils vont avoir une attitude face à la décision à prendre qui est radicalement différente. Mais alors, si tu les mets à travailler ensemble, là, c'est sûr que ça va péter un câble. Ça va exploser. Pardon, cette expression est un peu familière, hein. Mais autant le bleu va dire, mais il est complètement fou de décider aussi vite, il n'a pas réfléchi à tout. Autant le rouge va dire, oh, mais il est beaucoup trop long, il arrête. À cause de lui, on ne peut pas avancer. Donc ça va en plus créer une relation compliquée, hein, ça va créer un conflit. Or, rappelons-nous que dans la QVCT, il y a bien une injonction à veiller à la qualité des relations. Mais c'est bien de le dire, mais au quotidien, comment fait-on ? Et voici que s'achève ce premier épisode avec Cécile Banon. Nous avons parlé dans ce premier épisode de la souffrance au travail et de la responsabilité de l'employeur et notamment du manager. Dans le deuxième épisode, nous allons tout naturellement parler de la qualité de vie au travail et nous allons nous interroger, est-ce que le bonheur au travail existe ? Je vous dis à tout de suite dans le deuxième épisode de Valeurs agitées avec Cécile Banon. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.